Aujourd'hui, on va vous parler de la nouvelle version de la suite Panorama, donc Panorama Suite 2025. Donc avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, on va se présenter. Antonio, je t'en prie. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable de service client du département Panorama, avec bientôt 10 ans de présence chez Codra. J'ai principalement en charge la gestion des équipes techniques avant et après-vente, experts et ingénieurs support. Et j'accompagne nos forces de vente et nos clients intégrateurs dans l'élaboration des architectures, ainsi que d'apporter des réponses à vos expressions de besoin. Je vais donc accompagner Charles sur ce webinaire, va vous apporter des informations et j'espère des précisions techniques intéressantes pour vous. Très bien, merci Antonio. Donc moi je m'appelle Charles Tabat, donc je travaille chez Codra au sein de l'équipe marketing. Je suis responsable du pôle produit, donc on est deux au pôle produit avec Julien ici présent mais qui ne présente pas aujourd'hui. Donc notre mission au sein du pôle produit, c'est d'expliquer le fonctionnement technique de la suite Panorama pour mieux traduire sa valeur ajoutée auprès des clients finaux et des intégrateurs. Voilà. Donc écoutez, les intervenants présentés, on va vous faire une petite présentation de Codra. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Codra, société spécialisée dans l'informatique industrielle, on est un acteur historique du secteur, on existe depuis plus de 35 ans, on est une société familiale basée à Massy dans l'Essonne, en Île-de-France. On est 100% français, aussi bien en termes de capital qu'en termes de recherche et développement, mais on se développe à l'international, sur plusieurs continents. Aujourd'hui, on va vous parler de Panorama, qui fait partie du département produit, mais on a aussi un département ingénierie qui fait du développement à façon. Voilà pour les présentations. On va entrer maintenant dans le vif du sujet. On vous présente une vue d'ensemble de l'APS 2025. Donc, comme vous le disiez, c'est pas une version comme les autres. Elle correspond à l'aboutissement d'un cycle. Donc, elle achève une logique de développement qui avait commencé avec l'APS 2022, qui s'est poursuivie ensuite avec l'APS 2023 et qui s'achève maintenant donc avec l'APS 2025. Ce cycle de développement, il avait 4 grands thèmes qui étaient à la fois tout d'abord le développement d'une IHM web puissante et aussi développée que l'IHM desktop. Ensuite, la partie facilité de déploiement d'une application de supervision avec la mise au standard IT. Un troisième thème qui était la facilité de réalisation d'une application de supervision avec Panorama. Et le quatrième thème qui était l'ergonomie d'application. Une fois que c'est facile, il faut aussi rendre cette application ergonomique. Donc l'APS 25, ce qui est important de savoir, c'est que c'est une version LTSC. Donc LTSC, on vous rappelle la définition de Microsoft, c'est Long Term Service Channel. Donc la maintenance du produit est plus longue, 8 ans, est plus longue que les autres versions. La version SLC, elle va surtout convenir, elle convient en tout cas plus particulièrement aux entreprises qui recherchent un environnement stable, qui ont un environnement stable et qui ont des coûts maîtrisés. Donc la LTSC va permettre aux entreprises déjà d'avoir un coût total de possession ou TCO en anglais moins élevé, c'est-à-dire une maintenance plus longue, c'est moins de coûts de maintenance, une durée de vie prolongée des équipements, moins de formation, moins d'adaptation, et pas de révélation fréquente des applications métiers, et ça induit un meilleur retour sur investissement, donc avec des gains de temps pour l'équipe IT, plus de productivité et une réduction des coûts de support utilisateur. Donc, comment on va vous présenter l'APS 25 ? On va vous la présenter en 5 thèmes distincts. Le premier qui va être déploiement et architecture. Donc là, on va parler de la convergence entre les sphères IT et OT. Ensuite, on aura la partie réalisation d'applications. Donc ça va être un simple résumé parce que cette partie, elle va faire l'objet d'un autre webinaire en juin. Ensuite, on aura la partie interopérabilité on va vous montrer là, les nouvelles possibilités d'ouverture de la plateforme Panorama.
Ensuite, on vous fera une présentation rapide de notre module Panorama Cooks qui est dédié au MES. Et enfin, on aura quelques mots, ce sera assez rapide, sur le portail client pour faire un rappel, mais aussi présenter quelques nouveautés. Donc, le webinaire est assez dense, on va essayer de faire ça en 45 minutes et on terminera par un échange questions-réponses. Donc avant cette partie questions-réponses, on vous posera quand même plusieurs questions, en l'occurrence 2, pour rendre cette présentation un petit peu plus dynamique et pour vous connaître aussi un petit peu mieux. On va passer à la première partie, comme je le disais. Donc cette première partie, elle s'intitule Déploiement et architecture. Donc, on va parler du premier thème, donc c'est vraiment les nouveautés dans Panorama autour du déploiement d'une application de supervision et de son architecture. Ce thème va se décliner en deux sous-thèmes, donc qui vont être l'urbanisation des flux et la gestion des certificats. Mais avant de rentrer dans les explications, on a une question pour vous. Donc, cette question donc va s'afficher au sein de Slido, donc qui est un module de WebEx. Donc, parmi ces difficultés, quelles sont celles que vous rencontrez principalement lors d'un déploiement? Est-ce l'ouverture des flux multiples? Est-ce la mise en place et la gestion des certificats? Ou est-ce la gestion des rebonds web? Donc, c'est une réponse. Donc, c'est une question à choix multiples. Si jamais vous avez une autre réponse, s'il y a d'autres enjeux, difficultés, d'autres objectifs, n'hésitez pas à nous faire part au sein du chat. Et même des questions si vous en avez déjà. Donc on va vous laisser une petite minute pour répondre à cette question. Principalement, c'est la mise en place des certificats et les réponses. Si tu veux, tu vas le résultat. Ok. 72 photos. Parfait, bah écoutez, on va pouvoir poursuivre. Voici les résultats. Voilà. Alors on a les résultats effectivement très intéressants, on voit beaucoup de gestion des certificats, ça tombe bien, on va en parler d'ici quelques minutes. Merci beaucoup, on va pouvoir avancer sur la présentation. Donc le premier sous-thème, donc qu'on a appelé l'urbanisation des flux. Alors l'urbanisation des flux, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est le fait que Panorama puisse intégrer un seul bus de communication pour les échanges interpostes. L'objectif, tout d'abord, c'est de la convergence, c'est que les architectures développées, elles répondent aux standards IT, donc pour avoir une vraie convergence entre ces deux départements. Et le deuxième, c'est la cybersécurité, c'est déployer des architectures cybersécurisées nativement. Un seul bus de communication signifie des surfaces d'exposition réduites. Voilà pour les objectifs. Je vais laisser Antonio développer la partie technique avec les 3 fonctionnalités clés. Merci Charles. Alors en effet, on va juste passer en revue les 3 fonctionnalités clés, les 3 sujets principaux qui font partie de cette évolution PS25. Comme l'a dit Charles, l'objectif de l'alimentation du nombre de flux avait pour but d'apporter une meilleure homogénéité et puis une facilité en termes de sécurisation des flux et de configuration. Donc on va avoir une configuration nettement et grandement simplifiée, tout en préservant et en améliorant même la sécurité. Premier sujet concerne JSON RPC. Alors c'est une alternative à DECOM qui était existante déjà sur la version précédente, mais nous avons apporté des évolutions très importantes et intéressantes. Tout d'abord, juste rappeler que on a une simplicité de configuration avec JSON RPC puisque ça nécessite uniquement l'ouverture d'un port dans le pare-feu. Et on va donc simplifier la configuration au regard d'une
Alors, ça a été trop... Les slides sont partis. Voilà, on va y arriver. On regarde d'un exemple d'architecture classique avec des COM où on avait besoin d'ouvrir un certain nombre de ports et de multiplier les flux. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Euh, Comme on le voit sur la slide, on a aussi la possibilité de limiter les flux de données puisque désormais les communications JSON-RPC peuvent être configurées pour établir des flux de données du niveau de sécurité le plus élevé vers le niveau de sécurité le plus faible. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans cette architecture JSON-RPC. On va avoir une flexibilité accrue, une sécurisation, puisqu'on l'a évoqué, mais toute la sécurisation des communications est basée sur l'utilisation des certificats. On a vu qu'au niveau du sondage, on va faire un petit point sur cette mise en place et gestion des certificats. On a des bonnes nouvelles pour vous. Et ce qui va nous permettre d'assurer une authentification et un chiffrement des échanges de cette interface. La bonne nouvelle également, c'est que sur les installations existantes, on peut gérer un passage en JSON RPC avec une interruption de service minimale, puisqu'il est possible, donc sans interruption de service, de migrer les applications existantes avec du DECOM vers du JSON RPC, pour peu qu'en termes d'infrastructure, on ait mis aussi en place ce qu'il fallait pour ouvrir le bon port et de faire le bon paramétrage en termes d'infrastructure. Voilà. En termes de flux également, on a également appliqué la même méthodologie finalement en termes de flux unique dans le cadre d'une architecture avec des bases SQL, puisque en l'état actuel des choses, on n'a pas le choix que chacun des postes qui vont devoir récupérer des informations, pousser des informations sur une base SQL, de devoir ouvrir et des flux pour chacun de ces postes, comme le montre l'architecture que vous avez à l'écran. Donc, les bases sont finalement directement exposées. Ce qu'on propose désormais en termes d'architecture, c'est d'utiliser pour l'interface d'échange entre le serveur ici dans notre exemple d'architecture, le serveur web et notre composeur, le serveur fonctionnel. Je pense que vous connaissez cette terminologie. L'idée, c'est que on va pouvoir avoir une requête réalisée, par exemple, par un client web vers une base de données. Ce n'est pas le serveur web qui va directement s'interfacer avec la base SQL, mais on va passer par le flux JSON pour ensuite poster la requête en SQL à la base SQL. Donc, et la remontée d'informations se fait par le même canal. Donc ça, c'est très important puisque on n'expose plus les bases à tous les postes et à tout venant, ce qui nécessitait en plus un accroissement de la sécurité en termes d'infrastructure. Mais le fait de passer les données par le bus de communication, puis ensuite le bus SQL, permet d'avoir une homogénéité et une unicité en termes d'échange. Et enfin, un sujet, et je crois que c'était une des préoccupations également, qui n'est pas la majeure, mais en ce qui concerne les rebonds web, c'est la mise en place et l'intégration d'un reverse proxy. Alors, en fait, le principe du reverse proxy, c'est d'exposer une URL qui est utilisée par les clients de l'IHM Web pour accéder aux pages web d'un équipement sur le terrain, par exemple. Je prends cet exemple simple, c'est l'exemple de l'architecture que vous voyez à l'écran. Donc, de la même façon, on retrouve une multiplicité de flux qui nécessite en plus de les sécuriser et donc d'être extrêmement vigilant puisqu'on génère des surfaces d'attaque également en termes de cyber. Et puis en termes de configuration, c'est un petit peu plus lourd. Dans le cadre d'un flux urbanisé en utilisant le reverse proxy, qui est toujours en tête de pont vis-à-vis du serveur web, donc l'accès au site web de l'équipement se fait en utilisant l'adresse d'exposition qui sera désignée par configuration du reverse proxy dans l'application Panorama, plutôt que l'URL directe
du site, du service web qui est proposé par l'équipement. Donc, dans le cadre de l'architecture ici montrée, voilà, on va avoir un accès entre guillemets indirect, donc on gère un rebond, hein, voilà, contrairement à tout à l'heure, à l'architecture non urbanisée, pardon. Donc on a un rebond possible avec ce reverse proxy, et bien évidemment on va pouvoir établir l'accès à travers ce reverse proxy en fonction des profils utilisateurs. Et bien évidemment, on n'a aucune surcouche installée. Comme le serveur web de Panorama est intégré, il n'y a pas de 2IS, c'est pas du serveur Apache ou autre, on a intégré la mise en place de ce reverse proxy, qui est donc un outil essentiel pour faciliter l'accès sécurisé aux ressources externes, tout en maintenant une intégration fluide avec l'IHM web de Panorama. Je vais laisser la main à Charles. Très bien. Merci beaucoup, Antonio, pour ces explications. On va passer directement au deuxième sous-thème, qui est donc la gestion des certificats. Alors, la gestion des certificats, donc la principale innovation, c'est que les équipes Codra ont développé une solution native pour gérer les certificats internes à Panorama. Donc là, on le précise bien, ici, on parle vraiment des certificats internes à Panorama. L'objectif avec un outil, déjà, c'est le concept même de l'outil, c'est-à-dire qu'avec un outil, on va pouvoir gérer les certificats de façon plus précise et rationalisée. Donc les équipes vont avoir une meilleure connaissance des certificats à l'instant T. Ça va être plus facile, les certificats vont être plus faciles et rapides à mettre en œuvre. On aura une meilleure réactivité face à un changement, un problème. Et in fine, ça permet d'avoir un temps d'indisponibilité de l'application qui va être réduit. Et ça concourt aussi à la sécurisation globale de l'application de supervision. Et voilà, donc ça permet effectivement là aussi de concourir à la sécurité globale. Une application de supervision mieux sécurisée, ça concourt à la sécurité globale d'une architecture réseau. Et ça participe de ce mouvement de généralisation de l'usage des certificats. Donc, Antonio va vous présenter donc les deux outils clés autour de la gestion des certificats. Alors voilà, donc un outil majeur, puis nouveau, puisque c'est un outil de gestion, on va l'appeler l'outil de gestion de certificats, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle une PKI. Une PKI, c'est une infrastructure de clés publiques. C'est voilà, c'est un outil, c'est un service qui permet de gérer vos certificats. Et cet outil que nous introduisons donc avec la PS25 est un outil qui va évidemment gérer que les certificats et donc la sécurité associée à l'écosystème Panorama, c'est-à-dire tous les échanges qui sont gérés et qui sont à sécuriser, et les flux qui sont à sécuriser, entrant ou sortant d'une application Panorama. Donc, tout d'abord, cet outil va permettre de créer une autorité de certification propre à l'application Panorama. Chaque application Panorama va avoir son autorité de certification propre. Ce qui va être donc nécessaire, si toutefois, bien évidemment, cet outil a une utilité, si toutefois il n'existe pas de PKI, donc de gestionnaire de clés publiques, sur l'infrastructure Panorama. Il y a des tas de projets, des tas d'installations chez les clients qui disposent déjà de PKI. Donc généralement, elles sont autoporteuses et peuvent gérer les certificats utilisés pour chiffrer et sécuriser les flux Panorama. Il n'y a pas, dans ce cas, pas besoin d'installer cette infrastructure-là. Néanmoins, vous allez voir qu'elle a un certain nombre d'avantages par rapport au PKI standard du marché. Voilà. Donc cet outil est disponible pour délivrer des certificats. Donc il va permettre de traiter les demandes de signature de certificats propres et spécifiques à Panorama.
qui sont donc générés par le fameux outil réseau et sécurité, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, qui permet de configurer les droits utilisateurs, à l'époque de paramétrer également les droits des coms. Donc c'est un outil également qui fait partie des outils disponibles autour de l'infrastructure Panorama. Donc ça va permettre de gérer donc ces demandes de signature gérées par l'outil réseau et sécurité sur chaque poste de l'application. Ces demandes sont ensuite signées par l'autorité de certification qu'on aura créée. Donc vous avez un exemple ici de l'assistant de configuration réseau et sécurité à gauche. Donc c'est un outil qui existe déjà, hein, c'est pas une nouveauté PS25. Et puis vous avez l'outil Key Manager, donc gestionnaire de clés, qui va permettre à travers ces types d'interfaces également d'administrer, puisque une fois que les certificats sont signés, l'outil va faciliter, donc cet outil Key Manager va faciliter l'installation sur les différents postes de l'application du système, et garantir ainsi que toutes les machines peuvent communiquer de manière sécurisée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que en termes d'exploitation, vous allez pouvoir gérer les certificats dans leur création, leur révocation et la consultation de leur état. Donc, on voit les petits pictogrammes vert, orange et rouge pour lesquels on voit valide, expiré, révoqué. Et donc, en utilisant des certificats, ces certificats à travers l'outil, vous allez pouvoir également remonter les informations directement dans la supervision en exploitation, dans le bandeau d'alarme, pour avoir éventuellement des notifications. Si jamais vous avez un certificat dont la date de validation, d'expiration, pardon, approche, et il est nécessaire de renouveler ce certificat. Voilà. Donc, un outil vraiment performant dans la prise en charge de vos certificats. Et donc, ça va répondre en grande partie à la mise en place et gestion des certificats. Voilà. Je laisse la main pour la suite à Charles. Merci beaucoup Antonio. Donc la première partie achevée, on va pouvoir passer directement à la deuxième. Donc les nouveautés autour de la réalisation d'applications. Donc comme on vous l'a dit, le sujet est vaste et on a décidé d'y consacrer un webinaire entier. Voilà, donc il aura lieu dans 2 mois. Donc voilà, comme je vous disais, il aura pour thème la réalisation d'applications, comment développer facilement une application ergonomique avec Panorama, donc qui aura lieu donc le jeudi 19 juin à 11h. Dans ce webinaire, on va rentrer dans les détails techniques avec des démonstrations autour du produit et on va vous envoyer un mail d'inscription très bientôt. Mais avant cela, on vous présente quand même rapidement le thème. On va le survoler. Donc une première partie qui va être la partie développement. Donc l'idée de ce thème, c'est tout simplement que les applications Panorama sont plus faciles à développer. Et ça, à 2 titres. Le premier, c'est l'usage moins fréquent des scripts. On considère aujourd'hui qu'à peu près 2/3 des scripts réalisés par nos clients sont désormais remplaçables par des fonctions qui vont être natives. Donc quelques exemples pour ceux qui connaissent un peu le développement avec Panorama. On va pouvoir aujourd'hui se passer de script pour l'exécution d'une liste de commandes, mettre en place un GeoSCADA, mettre en place un module BIM, ou même changer, faire des changements de vue principale, des changements de vue d'incrustation. Voilà, mais on va toujours avoir besoin, effectivement, pardon, excusez-moi, il y a eu un petit, hop, on aura toujours besoin, effectivement, pardon, excusez-moi, voilà, on va toujours avoir besoin, effectivement, des scripts, et quand ils sont toujours nécessaires, ils vont être plus simples à mettre en place. On va avoir effectivement, on a ajouté un nouveau langage de développement et on a intégré des méthodes dans les composants. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Panorama, et donc l'idée, c'est d'avoir une application qui est réalisée plus rapidement et derrière une application qui est aussi plus facile à maintenir.
Donc, Antonio, je te laisse présenter rapidement la partie donc réalisation d'application. Voilà, donc très rapidement, pareil, on a souhaité faire un focus sur trois points importants. Tout d'abord, les scripts en C#, donc c'est extrêmement important. Bon, vous noterez qu'il y a une vidéo Classroom, on reviendra sur le sujet Classroom qui vous détaillera le sujet, donc c'est pour ça on va pas s'étaler dessus là à ce stade. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi les scripts C#, ça fait partie également des évolutions qui tendent à aller vers le full .NET pour Panorama. Il faut savoir que le VBScript est un langage qui est déprécié. Et c'est finalement un langage qui est déjà utilisé dans le cadre des classes utilisateurs Panorama, pour ceux qui connaissent. Donc, il a aussi de nombreux avantages, notamment, c'est un langage compilé et non interprété. On regarde VBScript, donc il est plus performant en ce sens-là. Et puis, un des points importants, c'est le fameux typage fort du C#. Et donc, comme c'est un langage compilé, le compilateur peut détecter les erreurs de type lors de la compilation et avant même que le code soit exécuté. Donc, on réduit les risques d'erreur de codage et on améliore la fiabilité du code. Donc, en résumé, le choix du C# va contribuer grandement à une robustesse et à la clarté du code. Et ça facilitera le développement et la maintenance des scripts dans Panorama. En ce qui concerne les méthodes de composants, c'est ce qui va nous permettre de simplifier les interactions avec d'autres objets ou composants. Par exemple, au lieu d'accéder directement aux propriétés d'un objet, un développeur côté Panorama peut appeler une méthode qui va gérer cette interaction. Donc, elles offrent une structure et une organisation qui vont améliorer la lisibilité, la réutilisabilité et la maintenabilité du code. Et on va également optimiser les performances en facilitant justement cette interaction avec d'autres éléments de l'application. Voilà. Et puis, un autre point, la gestion des droits. Donc, ça touche le contrôle d'accès, les fonctionnalités de contrôle d'accès de Panorama, puisque nous avons introduit une fonction de gestion des droits par zone et métier. C'est une fonction qui existait déjà dans Panorama Mobile, pour ceux qui l'ont déjà mise en œuvre ou qui l'ont utilisée. Et nous l'avons introduite à la fois pour l'IHM Desktop, donc le client Louvre, et l'IHM Web. Donc, l'objectif ici, c'est un critère de restriction, puisque les zones et métiers, on va pouvoir définir justement des restrictions d'accès précises aux unités fonctionnelles et aux objets de l'application. Et en substance, ça signifie que seuls les utilisateurs ayant les autorisations appropriées pourront accéder à certaines parties de l'application et on va donc renforcer la sécurité donc, en fonction des profils utilisateurs. Voilà pour Merci. les petites précisions. Merci beaucoup Antonio. Donc on va passer au deuxième sous-thème qui est donc l'ergonomie autour donc de l'application de supervision. Donc l'objectif, voilà, chez Codra, voilà, on pense que le design, c'est aujourd'hui indispensable dans une application d'informatique industrielle. Donc, on a intégré des éléments de design UI UX. Donc, pour ceux qui connaissent pas ces termes, donc UI, c'est pour User Interface, donc l'interface utilisée par les opérateurs. UX, c'est User Experience. Donc là, c'est le parcours utilisateur au sein de l'application. Et un des objectifs, le premier objectif d'intégration de ce design au sein de ces applications, c'est d'abord de développer des applications qui vont être exploitables pour toutes les équipes. Une application mieux designée, elle s'adapte mieux aux besoins spécifiques des différents utilisateurs. Et son adoption est facilitée, on a moins besoin de formation, ou la formation est plus rapide. Et le deuxième point, avoir une application mieux pensée, mieux designée, c'est aussi avoir une application qui est plus performante. Avec ça, les équipes, les opérateurs vont être plus réactifs sur le terrain, donc la supervision sera plus efficace et in fine, on aura une gestion des installations qui sera optimisée. Antonio, je te laisse présenter rapidement donc Oui. la partie ergonomie. Oui, donc système design pareil. On a une vidéo disponible sur Classroom qui permet de rentrer vraiment dans le cœur de la mise en œuvre du système design. Donc, en fait, le système design dans Panorama, c'est un cadre structuré qui va faciliter le développement d'applications cohérentes graphiquement.
et flexible également. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner un exemple très significatif et on va améliorer l'expérience utilisateur en simplifiant également la maintenance et aussi l'intégration. Et améliorer l'expérience utilisateur, on pense à nos intégrateurs également dans la mise en œuvre. Donc, l'objectif est de pouvoir modifier sous forme de batch, de palette, les couleurs et les polices de l'application. Et donc, l'idée, c'est de apporter ces modifications de manière automatique sur toutes les vues qu'il utilise, également en incluant les contrôles. Hein, c'est pas juste du dessin vectoriel qu'on va pouvoir voilà modifier, et donc modifier la couleur. Et un exemple très significatif plutôt qu'un discours, c'est réaliser le fameux mode jour-nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous être possible en déclarant ni plus ni moins la palette de couleurs police pour le mode jour, la palette de couleurs et police pour le mode nuit, et de faire un switch par paramétrage, tout simple. Voilà, on peut avoir un bouton, on clique dessus, je passe en mode jour et nuit. Voilà. Vous avez la démonstration et l'application qui est fournie avec Panorama qui démontre justement et qui montre comment une réalisation dans ce sens-là. Donc voilà, au final, les développeurs pourront garantir une apparence homogène à travers toutes les vues de l'application et donc améliorer l'expérience utilisateur. Notamment, parce qu'on pense mode jour-nuit, mais dans le cadre de problématiques pour des déficiences visuelles, voilà, ça peut jouer en fonction du profil, switcher directement sur le mode d'apparence qui permet une exploitation au mieux de l'applicatif. En ce qui concerne l'IHM Web, on a ajouté on a apporté des optimisations en termes de navigation. Voilà. Donc on va autoriser une meilleure et une fluidité de navigation accrue et notamment sur une gestion multi-écran. Donc on va pouvoir d'ailleurs afficher la même vue sur plusieurs écrans, naviguer entre les différentes vues en fonction des tâches de l'opérateur. On a fait des petits benches en interne avec des applications de clients existantes qu'ils ont bien voulu nous prêter. Et on arrive à avoir des taux de réactivité d'un facteur 2 à 6, donc en fonction de la lourdeur des vues, du nombre de vues incrustées, etc. Parce que tout ça, ça a des impacts sur l'affichage. En termes d'ajout de fonctions, les mécanismes de contrôle d'accès basés sur le niveau d'accès, mais aussi les zones et les métiers, on en a parlé au préalable. On a de nouveaux objets de contrôle qui ont été rajoutés pour enrichir l'IHM et donc permettant une meilleure présentation des données et une interaction plus intuitive. Et puis, on a évoqué le sujet précédent, puisque le système design intègre également et est utilisable dans le cadre de l'IHM Web. Voilà. Merci beaucoup Antonio. Donc voilà pour cette deuxième partie. On passe donc à notre troisième partie autour de l'interopérabilité. Donc c'est un thème qui va concerner effectivement plusieurs domaines, plusieurs secteurs. On va parler aussi bien aujourd'hui de GTB, de sûreté sécurité, aussi que pour les acteurs industriels. Donc Panorama augmente son ouverture globale au système tiers qui compte dans le domaine de la supervision. Le premier objectif, c'est de pérenniser l'application qui va être développée. L'objectif est toujours le même, c'est intégrer plus facilement son application de supervision au sein de son système global. Donc ça permet de limiter les développements spécifiques, d'avoir des temps de mise en œuvre qui sont réduits, de faciliter la maintenance, et potentiellement aussi d'éviter l'achat de certains équipements et de logiciels, comme on va vous le présenter. Et ensuite, l'autre objectif, c'est tout simplement d'élargir les possibilités de son application. Les capacités multimétiers, elles sont renforcées, l'application va être utile pour de nouveaux utilisateurs, et elle va aussi, cette application, elle va aussi plus facilement s'adapter aux métiers de manière générale, à vos métiers, donc parce que on va avoir une meilleure adaptation aux équipements, au système, ainsi qu'aux normes actuelles et futures. Donc, des évolutions qui vont être sur 4 thèmes. Je te laisse présenter ça
Oui, donc Antonio? le premier thème concerne BACnet 2020. Alors, 2020 étant la dernière mouture de la norme, même s'il y a un indice plus récent sur la norme générale, donc le BACnet 2020, donc ce qui va permettre une meilleure intégration avec des équipements, les équipements les plus récents. Alors, ça permet donc le suivi des innovations. On va ensuite échanger sur le BACnet SC. Ce qui est important, c'est qu'on a intégré également de nouveaux objets dans le cadre de cette BACnet 2020, pour lequel nous avons la certification du BTL. C'est important de le signaler. Donc, on a introduit de nouveaux objets tels que le trendlog multiple, etc. Donc, c'est notamment des objets qui permettent de stocker les évolutions de données et des alarmes dans les équipements. Donc, au final, ces objets vont faciliter la gestion des historiques de données. On a, par exemple, une nouvelle fonctionnalité qui permet de détecter la perte d'historique lorsque la continuité des numéros de séquence des données n'est pas respectée. Donc, ça va aider à maintenir l'intégrité des données acquises. Et puis, on va avoir également la possibilité de paralléliser les opérations sur plusieurs devices afin d'améliorer les performances et les performances globales de l'application. Alors, en ce qui concerne le BACnet SC, donc c'est une surcouche en fait à BACnet. L'idée ici, c'est qu'on va mettre à disposition la possibilité d'avoir une architecture différenciée pour des raisons de sécurisation notamment. Donc toutes les communications sur un réseau BACnet SC, qui veut dire BACnet Secure Connect, sont donc sécurisés grâce à l'authentification des dispositifs et tout ça, tout ceci via des certificats qui seront pris en charge donc par notre key manager, notre gestionnaire de certificats. Et donc le chiffrement des communications est assuré par le protocole TLS 1.3 pour ceux que ça intéresse et qui va donc garantir la confidentialité et l'intégrité des données échangées. Donc en termes d'architecture, un réseau BACnet SC va nécessiter et met en place ce qu'on appelle un hub principal, un primary hub, pour la communication entre les différents dispositifs, les différents équipements. Ce qui signifie, qui va simplifier, pardon, la configuration par rapport à un réseau BACnet IP standard. Les différents devices, les nodes qui se connectent uniquement au hub pour échanger les données, telles que montré sur le petit graphique. Donc, ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que contrairement à du BACnet IP, BACnet SC n'utilise pas de broadcast. Donc, on va réduire le trafic réseau et donc on va améliorer également les performances. Donc, tous les messages sont envoyés en unicast, ce qui permet une communication plus ciblée. Et il est évidemment possible d'envoyer des messages à plusieurs destinataires via le hub, ce qui va permettre néanmoins une bonne flexibilité dans les échanges. Donc voilà. À noter que Panorama peut se connecter à plusieurs réseaux BACnet SC simultanément, ce qui permet une intégration facile dans les environnements complexes. Voilà. Je vais revenir. Voilà. Au sujet de S7Com, donc c'est une première puisqu'on intègre une nouvelle interface, un nouveau protocole industriel, Siemens S7Com. Donc c'est ce qui va vous permettre donc une interaction et une communication directe avec les équipements. Alors sans rentrer dans les détails également, puisque ça sera traité ultérieurement, des gros avantages, par exemple, sur des fonctionnalités, notamment d'adressage symbolique, qui vont permettre en fait une meilleure lisibilité, puisque les noms de variables et de blocs sont plus compréhensibles que les adresses numériques, et donc ça va faciliter la maintenance et le développement. On a une flexibilité avec cette fonctionnalité parce qu'on peut modifier les adresses sans avoir à changer le code. Et puis, important aussi, cet adressage symbolique supporte des structures. Donc, on va pouvoir accéder facilement à des données dans les équipements qui reposent sur des structures complexes. Les équipements qui sont supportés, ça va du S7200 au dernier S7 1500. Voilà. Enfin, un sujet et un petit point sur le pack sécurité qui est
un pack qui existe déjà, hein, c'est pas en soi une nouveauté, mais on a apporté des améliorations sur ce pack sécurité, puisque notamment côté interface, nous avons trois nouvelles interfaces pour la partie contrôle d'accès, puisque nous avons TIL, le micro-sésame, NEDAP avec l'EOS, et également pour la détection d'intrusion, les centrales Aritech. Donc, ce qui va vous permettre de communiquer directement avec ces interfaces suite à notre intégration. Donc, ce qui est important également de retenir, c'est que nous avons travaillé côté VMS à la mise en place de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations fonctionnelles, notamment la prise en charge d'événements externes. On va avoir un nouvel objet de visualisation pour la vidéo avec un bandeau type magnétoscope qui va me permettre de naviguer dans les historiques, des informations en surimpression pour déterminer au niveau du VMS si je suis en train de visualiser une caméra de type PTZ. Donc ça veut dire qu'avec une petite picto, je sais que je suis sur une caméra PTZ, je vais pouvoir donc naviguer et la faire bouger pour afficher dans les 360 degrés par exemple la vidéo, etc. Donc on a un tas de nouvelles petites fonctionnalités qui ont été introduites avec les VMS et puis les nouvelles interfaces que j'ai citées. Voilà. Et je te laisse Charles reprendre la main. Voilà. Merci beaucoup Antonio. Donc avant de passer à la dernière partie, on va terminer par une petite question. On vous demande encore votre avis. Donc maintenant qu'on a vu les possibilités actuelles, le panorama, parlons des possibilités futures. Donc la question va s'afficher pareil dans le module Slido. Donc vers quel autre système tiers souhaiteriez-vous que Panorama s'interface? Donc cette fois-ci c'est une réponse libre. Donc là ça va être, vous pouvez nous donner tout. Voilà, le champ de réponse est très large. Hein, ça peut être des normes, des protocoles, des équipements. Voilà. Et si vous n'avez pas d'accès à Slido, hein, même chose pour la première question, vous pouvez mettre les réponses directement sur le chat. Voilà. Donc on va vous laisser à peu près 45 secondes pour répondre. Eh bien, parfait. Merci pour vos réponses. Donc, on va pouvoir passer à l'avant-dernière partie, donc Panorama Cooks. On est très fiers de vous présenter Panorama Cooks. Donc, Panorama Cooks, avant tout, on vous explique ce que c'est exactement. C'est un nouveau produit au sein de la suite Panorama. C'est un produit MES. Donc, MES, pour rappel, c'est ce qu'on appelle un Manufacturing Execution System. Donc, c'est un logiciel, un système informatique qui va permettre de suivre et de documenter un processus industriel. On vous fait rapidement peut-être la petite backstory de ce produit. Donc, on a fait l'acquisition stratégique d'Ordinal Software il y a quelques années, donc un éditeur reconnu pour son expertise dans le domaine du MES, et leur produit phare, qui s'appelle Cooks, C2OX, a servi de base de développement à Panorama Cooks. Donc ça a permis d'intégrer le savoir-faire, l'expertise d'Ordinal dans notre plateforme. Et ben ce savoir-faire, on l'a combiné à la qualité Codra. Donc comme les autres produits de la suite, Panorama Cooks, il est à la fois homogène et souple, c'est-à-dire qu'il a les mêmes standards de qualité. On va parler donc la robustesse, la cybersécurité, l'évolutivité, l'interopérabilité, la capacité à être multisecteur. Mais il est à la fois complètement indépendant. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait acquérir, faire l'acquisition de seulement Panorama Cooks, donc ce qui peut faciliter la mise en œuvre et qui aussi ne produit pas de surcoût. Donc
de tous les modules présents dans Cooks, le premier qu'on a décidé d'intégrer, c'est le module qu'on appelle QPI, Quality Performance and Indicators, donc qui est la brique qui est dédiée à ce qu'on appelle l'OEE, donc Overall Equipment Effectiveness. Donc ça correspond globalement au TRS en français. On vous donne quelques indicateurs voilà, qui s'affichent comme le TRS, le TRE, le TRG, ou MTBF, MTBE. Vous avez quelques captures d'écran, car Panorama Cooks est livré avec un template prêt à l'emploi. On aura principalement besoin de configuration. Voilà pour Panorama Cooks. Le cinquième thème, le dernier thème, le portail client. On souhaitait vous reparler du portail client, on en est très fiers, il connaît un franc succès et on souhaite le faire connaître à de plus en plus de monde. Donc pour rappel, à quoi sert MyCodra, donc la plateforme, le portail client? Et bien tout d'abord, c'est d'avoir accès au support, de gérer vos contrats de licence, d'obtenir les nouvelles versions de Panorama, d'accéder à l'aide en ligne, aussi d'avoir accès à toutes les ressources techniques et marketing, notamment ce webinaire sera disponible sur MyCodra. C'est aussi un espace de partage entre Codra et vous, et on a aussi une partie CCIRT. Et on a une nouveauté depuis quelques mois qui s'appelle Codra Classroom. Donc on a développé une plateforme vidéo qui permet de comprendre et d'apprendre Panorama Suite autre que par l'aide en ligne et les formations. On a un panel extrêmement large de vidéos, aussi bien des cas clients, pour vous présenter un petit peu les cas d'utilisation de Panorama, des vidéos courtes, type concept et tutoriel, des vidéos de type webinaire, comme on l'a dit, et on a une mise en ligne, bien sûr, régulière de nouvelles vidéos et de nouvelles thématiques. Là, aujourd'hui, on a déjà pas mal de vidéos, mais ça va continuer à se développer dans les prochains mois et prochaines années, bien entendu. Et la plateforme, elle est surtout conçue pour l'apprentissage en autonomie, ce qui signifie qu'en fait, que pour chaque vidéo, vous allez avoir des systèmes de chapitrage et vous allez avoir aussi un système d'avancement. Vous allez pouvoir reprendre la lecture, voir à peu près où vous en êtes, avoir des statistiques, le pourcentage de complétion d'un chapitre, par exemple. Voilà pour le portail client. En conclusion, voilà. L'idée de Panorama, c'est que c'est une plateforme globale. On est présent à tous les niveaux. On vous accompagne à chaque étape, du pied de machine à l'hypervision. On va collecter les informations, les équipements. Donc ça, c'est avec E2 Ecom, comme vous pouvez voir sur le schéma. On va superviser l'installation avec E2. On va pouvoir faire du reporting avec H2, collecter les informations, structurer les bases. On va pouvoir gérer les opérations et suivre avec le MES et à la fin on va pouvoir réaliser avec eux notamment l'hypervision d'un ou de plusieurs bâtiments. Ce qui est important de savoir, c'est que toutes les nouveautés vues aujourd'hui, elles concernent tous les produits. Voilà, c'est-à-dire que l'innovation, c'est pas sur un seul produit, c'est sur toute la suite. Et s'il s'adresse à des besoins différents, les produits de la suite Panorama ont les mêmes standards de qualité, comme vous avez expliqué, la flexibilité, on s'adapte aux enjeux spécifiques des clients, notamment selon leur métier, la cybersécurité, pour rappel, voilà, on est le premier éditeur qui est à la fois qualifié et qui a son produit certifié par l'ANSSI. L'évolutivité, on sort des nouvelles versions tous les ans. On est interopérable, on l'a vu, on est multisecteur. On travaille avec des acteurs de la GTB, de l'industrie, de l'énergie, l'eau, le nucléaire. Voilà, on est vraiment multi-métier. Voilà. Merci à tous et écoutez, à bientôt et surtout on vous donne rendez-vous dans 2 mois pour le prochain webinaire autour de la réalisation d'applications. Merci, bonne journée.